Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso ? Faire des choix en conscience ? Les réévaluer quand c'est nécessaire ? Approfondir sa connaissance de soi ? Agir là où on le veut et on le peut ? Être en lien avec les autres ? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Si vous passez du temps sur LinkedIn, vous avez certainement déjà croisé un sketch de l'humoriste Karim Duval. Le sujet de son dernier spectacle, c'est la génération Y, la génération Y comme pourquoi, et ses aspirations professionnelles et de vie. Tout y passe, le langage incompréhensible des start-upers, le bullshit des organisations qui créent de la complexité à partir de choses très simples et très concrètes, les reconversions professionnelles. Je l'ai vu en spectacle il y a quelques mois et j'ai passé 2 heures non-stop à rire. Et j'ai ensuite continué de rire en lisant son petit précis de culture bullshit, co-signé avec son oncle / double Jean-Bill Duval, qui vient de paraître. Si Karim parle si bien de tout ça, c'est parce qu'il a connu ce monde, de l'intérieur. Dans une vie antérieure, il était ingénieur, issu des parcours et des mondes qu'il moque si bien aujourd'hui. Karim, c'est un équilibriste à plein d'égards, et en particulier sur ce fil de l'humour très ciselé, très fin observateur de nos absurdités, de nos incohérences aussi. Avec Karim, nous avons filé la métaphore du funambule et de l'équilibre, parlé de la contrainte comme source de créativité dans son écriture, de la manière dont il sort de la pression du toujours plus pour rester dans le plaisir de créer et de faire rire, et de ce qui l'a poussé à jouer la première fois sur scène et continue de le motiver pour monter sur scène. J'ai aussi pu lui poser une question que je me pose à chaque fois que je vois un spectacle. Comment on passe d'un domaine de vie à l'autre quand ce qu'on vit dans son boulot est si intense, en rencontre, en émotion ? Ou très concrètement, ça fait quoi d'aller manger sa soupe et se coucher dans un hôtel au fin fond de la France après avoir fait rire 1000 personnes ? J'espère que vous apprécierez l'écouter autant que j'ai aimé l'interviewer. Bonne écoute. Salut Karim. Salut Sandra. Je suis très contente de enfin te voir et qu'on puisse enfin faire cet enregistrement. Alors ma question pour commencer, j'adore rencontrer mes invités quand ils avaient 7 ans. Est-ce que tu peux nous présenter Karim à 7 ans ? T'étais comment ? T'as grandi dans quel environnement ? Et ça voulait dire quoi être adulte pour toi ? J'ai grandi au Maroc, à Fès. J'ai eu une enfance très heureuse là-bas. J'ai grandi dans une maison où il se passait plein de choses, où ça circulait beaucoup. Je suis issu d'une famille métisse franco-sino-marocaine, et où il y a un métissage aussi social. Donc il y avait aussi un métissage. J'allais à l'école française, donc plutôt un peu l'école des Bourges. Mais une partie de ma famille vient de la campagne, vraiment de la campagne profonde au Maroc, donc plutôt analphabète. Et j'ai toujours baigné dans ces 2 univers, sachant qu'en plus on avait ce petit côté international à la maison, donc on attirait les touristes, les gens un peu déracinés ou multiracinés comme nous. La porte était ouverte, tes parents les accueillaient ? Oui, très accueillants, et donc il y avait vraiment de tout, de tout et de gens de tous âges, de tous horizons, toutes catégories sociales. Et j'ai un peu baigné là-dedans. Et à 7 ans, j'étais un élève timide. Ouais. Bon élève timide, voilà. Donc en tout cas, pour parler de l'enfant, de l'élève, et j'avais un petit côté foufou aussi en même temps. Enfin, un enfant assez timide, et on me reprochait à l'école d'être trop timide, de pas assez m'exprimer, et j'avais des petits élans de folie de temps en temps à l'école ou à la maison. Et à la maison, j'étais plutôt un peu à faire le foufou, à imiter justement toutes ces personnes qui passaient de tous horizons. Donc voilà, à l'époque, c'était les accents, les voix, les trucs, avec ma petite voix de gamin de 7 ans, mais j'aimais bien envoyer des cassettes à mes frères et sœurs qui étaient partis faire leurs études en France. C'était une façon de communiquer avec eux. Je leur envoyais des cassettes où je m'enregistrais en train d'imiter un tel ou un tel, et ça leur faisait un petit lien avec le Maroc.
Et moi, ça me faisait marrer de leur envoyer ça. Donc, mine de rien, j'étais déjà un peu en mode sketch. Ouais. Et ce que ça voulait dire d'être adulte, je crois que je me posais pas la question. Ouais. Donc tu les voyais comment, tous ces adultes En tout cas, j'associais pas ça au travail, tout simplement parce que moi, pendant mes années d'enfance, en tout cas d'enfance consciente, mon père ne travaillait pas, puisqu'il a dû s'occuper de ma grand-mère qui était malade, et donc il a dédié son temps, il s'est rendu disponible pour elle. Ma mère a travaillé par intermittence, et donc pendant pas mal d'années, elle travaillait pas non plus. Et donc, et puis surtout parce que mon père est un grand oisif, je crois. Ah ouais. Et donc peut-être j'ai eu cette image aussi des adultes assez oisives, assez pas oisifs au sens négatif du terme, au sens même si parfois ça m'intriguait quand même, parce que les parents de mes copains travaillaient, ils avaient des horaires. Alors, ça générait parfois des complexes, et puis parfois c'était une fierté de se dire bah non, mais j'ai des parents assez cool. Même s'ils ont essayé des choses, ils ont un peu entrepris, c'était un peu une espèce de laboratoire à la maison, c'est vrai, quand j'y pense. Et j'ai un peu rompu avec ce schéma, parce que moi, pendant longtemps, j'étais dans le délire travail. Ouais. Parce que c'est le bon élève qui l'a emporté, on va dire, au début. Sur le foufou. Sur le foufou. Mais pas pour longtemps. Comment a commencé ta vie pro, justement ? Ma vie pro a commencé de la manière la plus classique qui soit. Mais déjà avec un amour du soleil, parce que j'ai commencé à travailler à Sophie Antipolis, dans une boîte qui s'appelle Amadeus, dans le digital, pour les compagnies aériennes. Et donc j'ai commencé... Non, ma vie pro a commencé avant, et c'est peu de mois, mais c'est des mois qui comptent, en tout cas dans mon inspiration aujourd'hui. C'est que j'ai fait une année de césure pendant mes études. Donc j'ai été 6 mois à Barcelone, où je travaillais dans la supply chain. Et après, j'ai fait un stage à la base qui devait durer 6 mois, mais qui n'a duré que 3 dans le conseil chez Airbus. Pourquoi 3 Parce qu'en fait, ils ont dit bon, écoutez, on est en retard sur la 380, donc vous êtes sympa, vous, avec vos conseils et tout, et votre bullshit, mais on n'a pas besoin de vous, donc vous allez partir. Et on est partis, tous. D'accord. Du jour au lendemain. Ah oui. Donc ça a duré 3 mois, et c'est très bien, ça m'a permis de passer le permis à Toulouse et de le rater. mais ma première expérience pro, en tout cas celle qui a beaucoup marqué ce que je fais, plus que presque les 7 ans que j'ai passé ensuite sur la Côte d'Azur, c'est ces 3 mois de conseil, parce que vraiment j'étais dans le cliché, la caricature de l'équipe de consultants, que des mecs bien imbus de leur personne, bien suffisants, à donner la leçon aux clients, à les prendre de haut, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on honnie chez le client, qui est vraiment là pour pavaner tout le temps en costard. Moi j'étais en costard, il fallait que j'aille m'acheter des costards pour éplucher des fichiers Excel ou faire des présentations PowerPoint et ne jamais voir le client quasiment, et puis enfumer avec des termes compliqués qu'ils inventaient eux-mêmes en fait, et se réapproprier la connaissance du client en reformulant, en renommant une tasse un mug ou une flasse. Et il me disait maintenant ce sera une flasse, voilà. Donc toi tu dis que c'est une tasse, c'est pas une tasse, ok, c'est une flasse. Donc je vais t'apprendre la vie. Et un côté comme ça. Donc voilà comment elle a commencé. Et après oui, j'ai travaillé pendant 7 ans sur la Côte d'Azur. Là c'était un vrai travail qui a duré. Il y a pas eu on s'est pas fait virer parce que bon, il fallait bien que les gens restent dans la boîte. Et j'ai fait pas mal de choses. Je suis arrivé. Alors il faut savoir que moi je suis un ingénieur pas du tout technique. Enfin, je suis pas. L'avenir l'a démontré. Je suis pas fait pour la technologie. Et j'ai quand même atterri dans une des boîtes les plus geeks de la terre, quoi. Amadeus, c'est quand même une boîte c'est une boîte de développement informatique costaud, quoi. C'est des trucs que tu vois pas, si tu veux. C'est du développement. Une grosse partie serveur, quoi. Et j'ai atterri dans la boîte la plus geek de la terre en sachant à peine faire un PowerPoint et un document Word, quoi. Et j'ai appris à coder, donc j'ai vu toutes les étapes de l'industrie logicielle, et j'ai fini par gérer des équipes plutôt. À la fin, on m'a dit non mais reste dans l'humain, reste dans les trucs pas techniques. Voilà. Je suis le genre de mec qui a des promotions pour laisser les autres travailler, quoi. Ceux qui savent. Alors, il y a être drôle, c'est une de tes qualités. Tu dis que t'étais drôle même petit.
Et c'est ton métier aujourd'hui. Et je me demande comment on décide de devenir humoriste et comment on se l'autorise. Comment on se dit un jour, ça y est, c'est bon, je suis prêt, j'y vais. Ouais, parce que drôle, tout le monde est drôle. Je pense que personne, je sais pas si un être humain n'a jamais fait rire de sa vie, je pense. Au pire, même bébé, tu fais rire, quoi. Oui, voilà. Oui. T'as ça, quoi, en capital rire, quoi. Donc tout le monde est drôle et tout le monde a sa façon d'être drôle. Après, tout le monde n'en est pas conscient et tout le monde n'a pas envie d'aller chercher ce qui, chez lui, fait rire jusqu'à pas le systématiser, mais si s'en servir comme un travail, quoi. Comme un travail, ouais. Écrire des blagues, c'est vraiment un processus différent. Donc je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire du théâtre d'impro, mais dans un atelier où je savais qu'on pouvait écrire. Et donc assez vite, j'ai écrit des sketchs et puis je les ai joués et puis j'ai eu des rires. Et en fait, quand t'as des rires, parce que des rires à partir d'un truc que tu as préparé, si tu veux. Ouais. Bon, il y a toujours déjà ce bagage mais je pense qu'il est inhérent à tout le monde, du plaisir de faire rire à table. Ouais. Même malgré toi, parfois, sauf quand on se moque de toi, mais tu sors une vanne sans faire exprès, voilà, en fin de repas. Ouais. Bah, c'est cool. Ouais. Donc, on aime bien cette rétribution. Mais là, on se rend compte qu'on peut se la créer. Donc, au début, c'est très égoïste comme démarche, c'est juste du plaisir pur. Et ça a commencé comme ça, et dès qu'on commence, on sait qu'on va jamais s'arrêter de faire ça. Enfin, tant qu'on fait rire, on continue. On continue d'essayer de faire rire, et quand ça marche pas, on sait qu'on a réussi une fois, on a envie d'y retourner, de reproduire ça. Donc ça devient une espèce de recherche effrénée. Et donc j'étais dans mon job, et le soir, le lundi soir, on avait théâtre, et pendant 1 an, c'était ma carotte, quoi. J'attendais ce moment-là pour y retourner, réessayer de nouveaux sketchs, réessayer une nouvelle façon de jouer les sketchs pour que ça fasse rire. Je m'acharnais sur des trucs qui étaient pas marrants parfois. Mais j'aimais autant, il y a un moment où tu aimes autant l'échec que la réussite, quoi. Ah ouais. Ouais, et je pense que c'est là qu'on peut parler de passion. Ouais. C'est que t'aimes bien avoir mal. Ouais, il y a un côté très maso, en fait. Enfin, ouais, c'est maso. Ah ouais, un silence, un bide, ça fait mal, quoi. Ouais. Ouais. Ça t'est arrivé? Rien. Oui, ça arrive. Ça m'est jamais arrivé sur 1 heure. Ouais. Il y a eu des dates dures, mais le grand rien, non. Le rire timide, oui. Le grand rien, non, mais par contre, sur des sketchs, sur des trucs que j'ai testés, oui, bien sûr. Le boulevard, et souvent, ça arrive après un carton. Tu fais un carton, je vais y retourner, puis. Bam. Avec mon nouveau sketch, ça y est, je sais. Sauf que tu sais jamais. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a envie d'y retourner, pour se rassurer du fait qu'un truc marche. Même avec un spectacle en place, au fond. Ouais. C'est une des raisons qui fait qu'on a cette angoisse d'y retourner. Ouais. Donc voilà, et après, ça s'est un peu imposé tout seul parce que je voulais en faire plus. Et j'en faisais plus parce que je jouais de plus en plus souvent. Et puis il y a un moment où j'ai commencé à être contacté par des théâtres, des festivals pour me faire jouer. Et j'ai refusé une programmation à Lyon. Moi, j'habitais dans le sud avant. À Lyon de 5 semaines l'été, et j'aurais trop voulu la faire. Mais bon, prendre ces 5 semaines de vacances pour aller jouer à Lyon dans un café-théâtre en plein mois d'août, c'est un peu hasardeux. Donc j'ai refusé. Mais j'avais de plus en plus mal à refuser ce genre de choses. Et donc, à un moment, je suis allé voir mon chef, je lui ai dit, ça peut être possible. En plus, je commençais à prendre du galon. Faut choisir. Et plus je faisais du théâtre, et mieux ça se passait au boulot aussi, parce que je devais dégager quelque chose. Ces soft skills dont on parle, peut-être, tu vois. Ah, c'est intéressant. Tu crois que tu développais quoi, justement, comme... Oh, je pense la confiance, déjà. Ouais. Une ouverture d'esprit, parce que c'est vrai que le milieu des ingénieurs dans l'informatique à Sophia Antipolis, c'est un peu un prolongement de ces études très élitistes et prestigieuses et fermées de la vie de campus. Et donc, le fait de faire du théâtre avec des gens de tous horizons, il y avait des retraités, il y avait des chômeurs, il y avait des gens qui travaillaient à l'aéroport de Nice, il y avait un concierge dans un hôtel de luxe à Monaco, il y avait vraiment de tout. Et des gens de la débrouille. Ouais. Et aussi des ingénieurs et des médecins, et de tout. Ouais. Et donc tu t'ouvres à en tout cas un monde dans lequel j'avais jamais vraiment baigné, parce que quand tu viens du milieu bon élève, prépa, grandes écoles, sachant que voilà, j'étais un peu chez les bourges au Maroc, alors oui, j'avais une fenêtre sur la vie, mais c'est vrai que peut-être que c'était une façon de la retrouver enfin. Il y a une parenthèse de 5 ans pendant ces études de bons élèves où t'es fermé, complètement fermé de ça. Et je pense qu'il m'a fait peur quand j'ai commencé à travailler dans le prolongement de ça, c'est de rester là-dedans tout le temps, quoi. Tu peux ne jamais en sortir et passer à côté de la vie, en fait, à côté des gens, à côté de... Bon, on passe toujours à côté d'une grande partie de la vie, mais là, elle est encore plus grande, la partie que tu rates, quand même. Ouais. Donc ouais, et dès que tu t'ouvres à ça, tu apprends aussi à prendre conscience de la diversité des gens, et
Et donc même quand tu retournes dans un travail d'ingénieur, tu te rends compte que les gens sont un peu différents. Tu les écoutes un peu plus. Ouais, finalement, t'es un peu plus conscient de la diversité. Et donc c'est peut-être ça qui a payé ça, l'expérience, un concours de circonstances, un peu d'élitisme aussi, comment on appelle ça, de corporatisme dans les grandes boîtes, qui fait que quand t'as le diplôme qu'il faut, on t'aide plus. Et ça me gênait un peu aussi. Il y a un petit syndrome de l'imposteur quand même. Bah ouais, qui est très humain, hein. On dit toujours que c'est un truc féminin, mais c'est très humain, le syndrome de l'imposteur. On parle dans les équilibristes, on parle beaucoup d'équilibre, vie pro, vie perso. Ça veut dire quoi pour toi, ce terme? L'équilibre, Vas-y. C'est ce qui fait qu'on tient. C'est ce qu'on recherche. Ouais, je pense qu'on est tous dans une forme d'équilibre, plus ou moins stable. Et je pense que l'équilibre, c'est un état de fait en fait. Je pense que tout le monde est dans un état d'équilibre. Tout le monde, à l'exception des gens qui craquent, qui ont le malheur de craquer ou qui envoient tout valser. Mais même, ils se retrouvent dans un autre équilibre. Mais je pense que la vie est un équilibre. Donc c'est la vie, l'équilibre, la nature. La nature est le plus bel équilibre qui soit. Ouais. Enfin, la nature, c'est l'équilibre. Ouais. Après, l'homme qui a une espèce de dualité qui fait qu'il s'en distancie et qui casse cet équilibre pour essayer d'en retrouver un autre. Et donc en se créant une vie pro, une vie perso. Oui. Et donc ce cloisonnement fait qu'on essaye de jouer avec une balance, avec des poids. Des poids différents, alors qu'on nous avait rien demandé à la base. On voulait juste manger, chasser, se reproduire. Et donc oui, après moi j'aurais tendance à dire plutôt qu'est-ce qu'un équilibre qui nous satisfait? Est-ce que c'est un équilibre instable, stable? L'équilibre stable, apporte de la sécurité, du confort, mais moi ce qui m'a fait fuir, c'est l'excès de confort. Là, c'est un équilibre très instable, très précaire, fait de très haut, de très bas. Là, tu veux dire ce que tu vis là en tant que... La vie d'artiste, non plus, de très bas. J'ai de la chance d'avoir une vie quand même globalement heureuse, mais de moments difficiles quand même. Qui peut être parfois de la solitude, de la loose. Tu pars en tournée au fin fond de la France, tu te retrouves dans un Ibis le soir. Tu vois, c'est pas fou, quoi. Mais t'as préféré mais cette j'aime bien cette instabilité-là. Puis c'est instable dans le sens où c'est un semblant de succès peut l'être à un instant T, et puis 2 ans après, tout peut s'effondrer. Aujourd'hui, on dépend beaucoup des réseaux sociaux, donc on est à la merci des algorithmes. Tu peux avoir un informaticien qui fait une bourde, qui change un truc, et puis l'algorithme marche plus comme tu pensais. Et tu disparais, tu n'existes plus aux yeux des gens. Donc j'en ai bien conscience. Mais j'aime bien cette fragilité. Donc tu vois, tout est équilibre, mais après, quel équilibre? Quel équilibre on veut. Et justement, les réseaux sociaux, toi, t'es beaucoup, je vois beaucoup tes sketchs sur LinkedIn. c'est un peu ton terreau de... Ouais. J'y suis un peu tombé pas par hasard, justement parce que j'ai mis du temps à y être, parce que j'ai mis du temps à accepter que ce soit un réseau social où on pouvait se marrer. Ouais. À assumer le fait d'avoir été un mec avec une étiquette pas drôle, c'est-à-dire une étiquette d'ingénieur. Ah oui. En fait, donc pendant longtemps, j'ai essayé d'être humoriste, d'être comique, quoi. Et puis au début des années 2010, il y avait encore ce côté comique, ce côté je passe à la télé, le côté comique un peu à l'ancienne. Et Internet a un peu démocratisé ça, et au contraire a fait affirmer les identités, quelles qu'elles soient, quoi. Et donc, ex-ingénieur, c'en est devenu une, quoi. Et en fait, c'est un truc très risible. Le métier d'ingénieur ou de cadre, tout simplement, ou en tout cas de quelqu'un qui a un job en guillemets propre et qu'on peut stable. Pas expliquer à la tranquillité, le bon rendement est un état très marrant, très risible en soi. C'est un équilibre qui est marrant à perturber, parce que souvent c'est les premiers de la classe. Le premier de la classe, il se dit non mais arrête, ne copie pas. Oui. Et en fait, on est entouré de gens comme ça un peu. Mais je t'ai vu à Bordeaux, au Femina, on en parlait juste avant, qui est une salle très... dans le centre de Bordeaux, il y a un côté très... Voilà, c'est une salle de théâtre, quoi. Et c'était drôle parce que
Je pense qu'on se faisait tous tout petits pour pas que tu nous vois. J'attire ce public-là. Après, en fait, on passe 2 heures à se moquer de nous-mêmes, quoi. C'est génial. Bien, c'est bien. Ouais, c'est génial. Après, j'ai vraiment pas l'intention de créer de l'entre-soi avec ce spectacle Y. Il est écrit pour tout le monde. Et il marche, il est tout terrain. Mais il a tendance à attirer les gens chez qui les thématiques font vraiment écho. Et il s'avère que voilà, ce passage à LinkedIn, à un moment où tout le monde était sur, à l'époque, Snapchat, et il n'y avait pas encore TikTok, et Insta démarrait doucement, LinkedIn était un terrain de jeu vierge, et où je me suis rendu compte qu'il y avait une résonance de fou. Donc à partir du moment où j'ai assumé ce LinkedIn out, j'ai fait une vidéo qui s'appelait comme ça. Ah ouais. Un ingénieur fait son LinkedIn out. Et ça s'est bien passé en fait. Et j'ai en effet trouvé une forme d'identité, mais j'ai jamais voulu exclure ou créer de l'entre-soi, et j'ai toujours ce souci d'ouvrir un petit peu le propos, quoi, et de rendre ça intelligible auprès de n'importe qui, quoi. Après, voilà, mes sketchs donnent l'impression que non, parce que ils sont gorgés de jargon, etc. Mais ce qui fait qu'ils marchent, c'est des travers humains. Et il y a deux lectures, deux écoutes, et les gens qui me disent j'ai rien compris, je dis mais réécoute, est-ce que c'est vraiment important que tu comprennes les termes? C'était pas juste face à un mec qui t'embrouille. Et est-ce que le comique, il est pas dans le fait que tu comprennes rien, justement, et ça décrédibilise un petit peu, ça fait un peu redescendre cette population de gens que nous sommes, ou que nous avons été, qui se protègent, qui se met derrière le langage souvent, ou les concepts, ou des choses soi-disant inaccessibles, mais qui parlent de choses très concrètes parfois. Ouais. Et avec une forme d'universalité, quoi. On se retrouve vraiment tous là-dedans. Hein. C'est un peu l'idée. Après, voilà, c'est un peu l'humour doit quand même rassembler, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bulles dans l'humour. Algorithme oblige, qui fait que. Algorithme oblige, ouais. T'as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. T'as 2 enfants? De 9 ans et 3 ans et demi. Ah ouais. Qu'est-ce que leur arrivée a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. Ouais. Oui, forcément. T'étais déjà humoriste à cette... Je croyais que t'allais dire t'étais déjà papa. Non, non, j'étais déjà humoriste, oui. T'étais pas salarié. Oui, d'ailleurs, oui, je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'enfant avant, en me disant, ne sachant pas que j'allais être humoriste. Je pense que devenir parent, c'est un truc qui vient indépendamment, je pense, de tes conditions matérielles ou quoi. C'est quelque chose de naturel, quoi. Oui, ça change la vie, bien sûr, ça change, ça responsabilise, et à la fois ça fait renaître un peu, ça renvoie à l'enfance aussi. Il y a un côté miroir, donc, et on grandit en se voyant aussi, en se voyant enfant. Tu vois, tu te disais qu'est-ce qu'était un adulte pour toi, ça on savait pas, mais par contre, qu'est-ce que c'était être enfant, ça après on se rend compte que c'était cool quand même. Ah, c'était cool. Enfin, quand on a la chance d'avoir une enfance plutôt sympa. C'était cool, et on apprenait à se contenter de pas grand chose, on était impatients, c'est vrai, et tout, mais donc ce regard là on l'a, et il aide à mûrir paradoxalement, le fait de se regarder, de regarder l'enfant qu'on était à travers nos enfants, en comparant ou pas d'ailleurs, juste en réveillant des souvenirs, et ça aide à grandir, donc ça aide à... Et oui, c'est assez structurant. Après, très concrètement, tu dors moins, tu te rends compte aussi à quel point certains moments étaient ou sont précieux. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Et puis après, les thématiques qu'on aborde forcément évoluent aussi. Ça a impacté ce que tu trouves drôle et ce que tu proposes dans tes sketchs ou pas? Oui, quand même, je pense. C'est difficile à dire, parce qu'après, on évolue, et c'est un ensemble. Il n'y a pas que les enfants qui te font évoluer. Mais les enfants apportent un regard qui est super intéressant. Parfois, ils surprennent, et je leur pique des trucs, des fois, qui me font rire. Genre quoi? L'autre jour, je piquerai ça à mon fils. L'autre jour, il m'a dit, les marchands, en fait, c'est des gens qui achètent de l'argent. Je trouvais ça marrant, tu vois. Cette espèce d'inversion des choses. Ils ont des points de vue géniaux, quoi. Ouais. Et donc, et c'est souvent ça, hein. Souvent chez les humoristes, c'est avoir un truc, ou chez les illustrateurs, c'est avoir un espèce de regard un peu d'enfant, ou en tout cas, où on dit fou, mais non, en fait, c'est juste un regard décalé, ou plutôt sans barrière, quoi. Il n'y a pas de limite, ils ont pas la notion de contrainte, c'est nous qui leur imposons ça pour essayer de survivre dans cette société qu'on a voulu, faite pleine de contraintes. Oui. Et donc, pour les aider à rester dans le système, on les contraint, mais sinon, ils n'ont rien demandé, et personne n'a jamais rien demandé. Ouais.
Mais bon, vu qu'elles sont pas encore toutes là, les barrières, et heureusement, et j'espère ils seront pas barricadées plus tard, bah forcément, ils ont accès à des choses auxquelles on n'a plus accès, qu'on s'est interdit d'explorer. Et donc oui, c'est inspirant, et ça change bien sûr. Après, il y a plein de situations du quotidien qui donne envie d'être évoqué en spectacle. Ça donne lieu à des angles, tu vois. Je sais pas, j'ai fait un truc qui s'appelait élever son enfant en mode start-up, tellement drôle, que j'ai repris d'ailleurs dans le livre, petit précis. Mais c'est un angle que tu vois quand t'es parent, ça. Bah ouais, forcément, ça t'ouvre un pan à des trucs. Puis voilà, il y a les couches, il y a les... Oui. Non, mais c'est vrai que ce sketch m'a fait penser au groupe WhatsApp des parents d'élèves, parfois, tu sais. Oui. À peine Je suis pas trop dans exagéré. ces trucs-là, mais je crois que j'ai envie de m'y inscrire parce que tu vois de ces trucs. Ah oui, là, il y a de la matière. Ouais. Mais je crois que ça, il y a déjà des humoristes qui font ça. Mais oui, c'est infini, quoi. C'est infini. Oui, c'est infini. Ouais, t'as des trucs improbables. Oui, c'est parce que l'enfant est finalement une espèce de faire-valoir ou de reflet de ce qu'on voudrait. Ouais. Bah, on l'a tous, ce côté-là, mais il y en a qui arrivent pas à le cacher, quoi. Oui, c'est ça. C'est très marrant. Oui, ou qui se rendent même pas compte qu'ils l'ont, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Il y a des questions que je me suis toujours posées sur le métier d'humoriste. J'ai envie de te les poser. Tu parlais tout à l'heure de soft skills et tu parlais de syndrome de l'imposteur et tout ça. Comment on trouve le courage de monter sur scène la première fois et la seconde et voilà, enfin d'être finalement en évaluation en direct, quoi, de ton travail, quoi. Je t'ai entendu dire dans une interview que tu étais perfectionniste. Comment tu trouves ce courage-là? Qu'est-ce qui te... Le courage, on le trouve. Je pense qu'on a le courage parce qu'on a fait le choix avant de savoir ce que c'est et avant d'être devant le fait accompli. Mais dès qu'on a fait le choix d'y aller, on n'a pas le choix, en fait. On l'a choisi, on l'a dit à quelqu'un, on a pris un engagement. Enfin, si tu décides d'aller sur scène et que tu le dis à personne, ben tu vas pas le faire, en fait. Enfin, il y a au moins la personne qui t'invite à jouer qui te le dit. Non, si, il y a des gens qui arrivent à se motiver en le disant à personne, peut-être, mais en tout cas, le fait de prendre un engagement, ça aide. Et cet engagement, il est souvent pris en amont. Donc déjà, ça aide, parce que tu sais pas où tu marches. Et après, tu y vas, ça dépend. Il y en a qui vont te dire leur première scène, c'était une impro totale. Mais tu y vas parce que tu crois, en fait, en ce que tu vas présenter un minimum. Il y a un moment où tu écris un truc, où tu as une proposition, et tôt ou tard, tu as une fulgurance. Tu te dis, ouais, si j'ai bon. Et tu t'attaches à ça. Ouais. Et d'ailleurs, que je dis souvent que si je revoyais mes sketchs d'il y a 12 ans et que je vais reprendre la même décision et changer de job, je le ferai jamais. Ah ouais. Parce que aujourd'hui, je trouve ça juste horrible. Mais parce que bon, l'humour a évolué, la société a évolué, la forme a changé, etc. Mais à l'époque, j'y croyais. J'y croyais dur comme fer, quoi. Et ça marchait parce que j'y croyais. Donc il y a un côté, il y a un peu de confiance dans ce qu'on fait. Un peu d'insouciance, un peu de folie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a le courage d'aller sur scène? On se rassure. On est poussé, on n'a plus le choix, en fait. Ouais. On n'a plus le choix. C'est un voyage sans retour. Et une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on a passé la première fois, ça y est, quoi. Ça y est. C'est d'autres moteurs après. Ouais. Mais la toute première fois, j'ai eu le trac. La toute première fois, j'avais vraiment, vraiment les jambes au coton. J'avais pas envie. J'avais la boule au ventre. Mais c'est la seule fois. T'as plus le trac maintenant? Non. J'ai le trac tout le temps maintenant. Ouais. Ah, ok. Ouais. J'ai le trac, je suis toujours prêt à jouer, quoi. Si on sait jamais sur un coin de rue, il y a moyen de choper une date, je suis là, je suis prêt. Non, après c'est une obsession. Ouais. C'est une obsession après, mais ce trac des jambes en coton, etc. Si je l'ai eu quand j'ai joué à la Bourse du Travail à Lyon, c'était une grande salle, il y avait un côté un côté rendez-vous affectif avec un public. Voilà, j'avais créé une espèce de rendez-vous. Peut-être qu'à l'Olympia ce sera comme ça. Mais moi j'ai eu les jambes en coton un peu plus que d'habitude, mais sinon, il y avait l'envie déjà. Mais ce trac de qu'est-ce que je fais là, j'ai pas envie d'y aller, non. Non, je l'ai eu la première fois, et après c'est fini. C'est parti. Mais je pense que je l'ai surmonté parce que je n'avais pas le choix. C'était mon tour, on t'appelle, t'y vas. Ouais. C'est tout. Ouais. pas de retour. Ouais. Comment on fait? Est-ce que ça t'arrive? Parce que il y a des spectacles que tu as joué, j'ai entendu 1000 fois. Enfin, c'est pas. Oui, le premier, je l'ai joué plus de 1000 fois. Dans des salles plus ou moins grandes. Ouais. On peut jouer 1000 fois devant une personne. C'est obligé de la faire. Et comment on fait pour pas se lasser de ses propres blagues? Est-ce que des fois tu te dis, oh là là,
Bien sûr, et on finit par s'enlacer. Alors la première fois, on joue 1000 fois un spectacle parce qu'on sait pas ce que c'est qu'avoir un deuxième spectacle. Ah ouais. Et donc on se satisfait du rire, du machin, et on tombe dans une routine, et on essaie de trouver le plaisir ailleurs. Moi, j'ai eu la chance quand même d'être amené à la scène avec des gens qui ont fait soit du cirque, du clown, soit être dirigé par un comédien qui aime le jeu d'acteur. Et donc, j'ai cette dimension-là aussi, tiens, je vais jouer le même texte, mais différemment. Ah ouais. Ou je vais changer tel truc pour voir ce que va donner la vanne, etc. Moi, je suis un peu une espèce de technicien aussi ouais, tu testes de ça. Je teste, et il n'y a pas que le texte lui-même. Une manière de vendre une vanne, de l'amener, à texte donné, peut changer les choses. Et chaque soir, aujourd'hui encore, je me surprends, parce que c'est jamais la même chose, t'es jamais dans le même état. Donc tu expérimentes d'autres choses, et c'est ça qui fait tenir, qui fait qu'on aime y retourner. Et aussi, comme je te disais tout à l'heure, l'angoisse de dire, mais si ça se trouve, ils vont pas rire cette fois-ci. Ils ont ri hier, mais... Ouais. Et ça, ce qui crée ça, c'est aussi la solitude d'après-spectacle. T'es toute seule ou t'es chez toi, mais il y a un moment où tu te couches et t'es face à toi-même, et il n'y a plus rien. Ouais. Tu passes parfois jusqu'à 1000, 2000 personnes qui rient à rien. Ça, je voulais te demander, comment tu redescends? Tu mets du temps. Tu mets du temps. Ouais. Et c'est plus facile de s'endormir quand ça s'est mal passé que quand ça fatigue. Alors que quand ça marche bien, ça fatigue pas, au contraire, ça booste. Ouais. Les endorphines, là, t'en as à revendre. Ouais. Et t'es dans un état d'effervescence tel que, si ton compagnon ou ta compagne, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, ça va. J'ai bu une tisane. Et toi, t'as vécu un truc exceptionnel, même si aujourd'hui on s'en rend plus compte, alors que en fait c'est assez fou de vivre ça. Et qu'est-ce que je disais? Pourquoi je dis ça? Parce que donc c'est aussi ça qui me motive à y retourner, c'est le fait d'avoir peur que ça ne marche plus. Et puis aussi le plaisir, tout simplement, d'y retourner pour vivre ça. Il y a un côté rassurant aussi d'avoir un texte qui marche et de dire je vais juste aller me faire plaisir. Et aller chercher. Après, dans mon nouveau spectacle, j'ai une partie improvisée qui fait que même si elle est courte, elle nourrit le reste. Et donc, il y a toujours ce challenge. Et vraiment, je m'y prépare pas, quoi. C'est-à-dire, moi, j'y vais comme ça et j'adore ce moment-là. Tu reprends et je sais que je vais le redistribuer après dans le spectacle et ça me plaît. Oui, il y a 15 000 raisons d'y retourner. Ouais. Mais dès que tu as un nouveau spectacle, tu te lasses plus vite, quand même. Tu vois, Y, je l'aurais joué relativement moins. Je l'aurais joué 400 fois à peu près. Ce qui est peu. Ah, c'est peu? C'est peu, mais je pense que le prochain, je le jouerai moins, parce qu'on se rend compte aussi du plaisir de la nouveauté, le plaisir de se renouveler, de se redécouvrir, se voir grandir, se voir mûrir en tant qu'auteur. En tout cas, moi qui aime beaucoup écrire aussi, tu vois, là, j'ai écrit le nouveau, je suis content de voir des choses, des manières d'écrire, des formes, des travers comiques des ressorts comiques que je n'utilisais pas avant. Et je suis content de voir évoluer aussi. Donc il est écrit là. Il est en cours d'écriture. Il est en cours de gestation. Là, je teste des choses en lisant des textes à la fin du spectacle. Je l'ai pas fait à Bordeaux. Je crois pas, ça me dit rien. Non, c'était une période où je le faisais pas encore. Mais là, en ce moment, sur les dernières, j'en profite. Ah, génial. Et donc, je lis des textes au public, et déjà pour voir ce que ça donne. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc dès lors qu'on a joué, mais là tu vois le Y, je l'ai joué alors que je terminais l'autre, et dès que j'ai commencé à jouer Y, alors qu'il n'était pas encore prêt, je détestais l'ancien. Ouais. Mais je trouvais ça tellement ingrat. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est d'être ce vieux mâle qui n'aime plus sa femme, qui trouve une jeunette. Ah oui, l'infidélité au premier spectacle. Ouais. C'est excellent. Ouais, mais justement, enfin, je me dis, t'amènes tellement de toi finalement sur scène et tout. Moi, je travaille beaucoup sur ces questions de frontières ou pas, mais entre nos identités pro, nos identités perso. Comment est-ce qu'on passe d'une sphère à l'autre, sachant qu'elles sont pas hermétiques. Je me dis, ça doit être vraiment curieux, ça, ce truc de t'es sur scène, il y a 1000 personnes qui te trouvent génial, et puis tu rentres chez toi, et puis il faut descendre la poubelle. Et il y a une personne qui te trouve bof. Qui te trouve vachement moins génial. Ouais. Mais enfin ça doit être quelque chose, ça. Oui, c'est quelque chose, c'est quelque chose, et pourtant j'adore rentrer et faire à manger, descendre la poubelle. Ça me fait énormément de bien. Oui. Ouais. Après, oui, c'est assez fou mais en fait, on apprend à aimer la folie du passage de l'un à l'autre et pas la folie que de la scène.
Et quand tu vois cette folie comme un tout, ben, tu apprécies la folie dans son ensemble. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. C'est-à-dire que juste le fait d'avoir des gens qui rient, qui t'acclament, etc., ça me suffit pas. Par contre, me dire que dans la même soirée, et parfois je joue tard, et donc, je sais pas, à 19h, j'ai bu une soupe de légumes, j'ai joué, j'ai fait rire des gens, je suis rentré, et j'ai descendu la poubelle, ben, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez fou. Bah, c'est ça, et donc, l'équilibre. L'équilibre et les variations, c'est ça. Ouais, les variations. Et donc, l'équilibre, c'est ça. Un équilibre que je trouve kiffant, c'est tu vois, ce jeu du funambule dont je parle, l'oscillation elle-même, c'est de faire tomber d'un côté comme de l'autre, qui est super. Ouais. Et donc, descendre une poubelle ou être acclamé par des centaines de personnes, les deux sont vertigineux, quoi. Et des odeurs, ouais, quand même, qui valent bien à un Olympien. On ne demandera pas dans quel contexte il y a des odeurs. Dans l'ascenseur. Est-ce que tu te fixes des limites sur les thèmes que tu abordes, les thèmes sur lesquels tu fais de l'humour? Pardon, juste pour aller au bout de mon image de l'ascenseur, c'est quand tu descends la poubelle, ça pue. Oui. Et quand tu remontes, ça pue encore un peu. Encore un peu. Et t'as plus la poubelle. Ah. Et ben, c'est pareil, quand tu joues, c'est super. Oui. Et quand tu rentres, t'as la résonance du public encore dans ta tête, il n'est plus là. Ça me fait penser à un jeu Montessori. T'as envie de retourner descendre la poubelle. C'est quoi le jeu Montessori? Sur la permanence des objets, tu sais, ou pour faire comprendre aux enfants que les objets sont toujours là, même s'ils les voient plus, c'est un peu la même chose. Pareil, fais leur descendre la poubelle, tu verras. Voilà. C'est la peine t'embêter à acheter un. Ouais, c'est clair. Franchement, on s'embête. Un Tupperware et une poubelle et c'est réglé. Pardon, repose ta question. Voilà, en fait, est-ce que tu te fixes des limites? Ou est-ce que y a déjà des trucs où tu t'es dit ça, je peux pas faire une blague là-dessus ou Ce serait mentir de te dire non, parce que j'ai grandi, je pense, dans un pays déjà où il y a une forme de censure, même. Dans une culture de la censure aussi, alors pas que parce que le Maroc, etc. La censure est partout, même en France il y a de la censure, on va pas se mentir. Une censure aussi un peu liée à l'école, au milieu dans lequel j'étais, un peu bourgeois. Un côté un peu, on dit pas ça, on dit pas si. J'ai un peu grandi là-dedans, donc j'ai grandi avec ça, et aujourd'hui je m'interdis de moins en moins de sujets, même si, tu vois, on dit toujours Karim, c'est super, c'est jamais en dessous de la ceinture, etc. Et c'est vrai qu'au début c'était par censure, et aujourd'hui c'est par plaisir de la contrainte. Ouais. Et même si parfois j'évoque de très loin même pas la thématique de la sexualité, mais des images au moins, ou des expressions, je vais jamais le dire frontalement. Et je trouve ça super d'avoir à utiliser des détours, quoi. Enfin, c'est drôle d'un mec qui se met en 4 juste pour... Je vais donner un exemple très potache qui fait rire les enfants. D'ailleurs, Mr Bean qui essaie de se changer à la plage pour pas être vu par le mec qui est à côté. En fait, à la fin, tu comprends qu'il est aveugle. Et ben, je trouve ça très marrant, et le faire avec les mots ou les thématiques, ou faire 15 000 détours pour dire un truc, c'est drôle, et la contrainte est la base même de la créativité. On le sait, on sait qu'on attend toujours la dernière minute pour faire les choses, ou que quand on est embêté par quelque chose, on en fait un truc. Et si on n'en fait rien, c'est qu'on l'ignore et qu'on n'est pas dans le présent, et que il manque quelque chose. Donc oui, je m'impose des limites, mais aujourd'hui je suis content de les avoir, même si j'en ai de moins en moins, mais j'apprendrai toujours à me contraindre d'une façon ou d'une autre. Et bon, ça fait ce que je suis, et ça fait partie de mon style aujourd'hui. Voilà. Et ça contribue à me faire des phrases compliquées qui font rire les gens. Et le bullshit en soi, et que ce truc-là que je moque, une grosse partie en tout cas le fait de rire du travail en général, c'est rire de ça, c'est rire du costume qu'on enfile pour dire je suis au travail, alors qu'on n'est pas vraiment ça, quoi. Et c'est une forme de censure. On s'interdit de dire des choses, il y a des choses qu'on ne dit pas au travail. Et donc moi je suis dans la posture de celui qui peut les dire, ou dire aux gens, mais si, en vrai t'as envie de le dire. Et ça contribue à faire rire aussi. Donc, oui, on parle de... C'est marrant parce que tous ces sujets actuels sur le monde du travail sont à la fois hyper importants, et on peut tellement s'en moquer très très facilement. Le être soi au travail, tu vois. Mais non. Mais pas non, complètement. parce que... Enfin, jusqu'où? Et en même temps, si, quand même, mais ce serait bien qu'on soit pas totalement des tendre vers soi, mais il faut qu'on nous donne les moyens, et que ce soit pas juste
une expression en emporte-pièce comme ça. Oui. Après, il y en a à qui ça va de juste... ou alors juste être soi en s'avouant qu'on va au travail pour gagner de la thune. Et c'est clair. déjà un peu plus authentique. Et de dire, bah non, je suis pleinement moi parce que j'ai conscience que je mets un costume. Et là, regarde, tu me vois, je suis en costume. Et je l'assume. Et ça va. C'est le code. Et voilà, on se prend pas la tête. Ouais. T'as dit, dans je sais plus quelle interview, tu as parlé de... On te demandait, est-ce que vous êtes plus heureux depuis que vous êtes humoriste ? Et t'as dit, je sais pas si je suis plus heureux, mais je suis plus vivant. Oui. Et je trouvais ça génial. Ouais. Oui, bah, je peux que le redire. Enfin, c'est pour revenir à cette idée d'équilibre. Ouais. On est tous dans des équilibres. Ouais. Mais voilà, donc, il y a beaucoup qui vont aspirer à ce bonheur de stabilité matérielle. Et puis aujourd'hui, on en revient pour beaucoup quand on a le luxe de l'atteindre, parce que c'est pas... Je comprends qu'on puisse aspirer à cette stabilité-là, évidemment. C'est la pyramide de Maslow, c'est ce que tu veux. Donc il faut pas le nier. Quand tu as eu cette chance, après, c'est vrai que tu te rends compte que il faut qu'il y ait d'autres choses qui te fassent vibrer. Donc comment tu peux faire quand tu es ce que j'appelle dans un minimum local, dans une espèce de cuvette tranquille, c'est d'en sortir et donc aller explorer encore. Donc dès que tu te mets à explorer autre chose, tu es potentiellement sur une crête et tu peux tomber. Et donc cet état-là fait que tu te sens plus vivant et pas forcément plus heureux. Mais après, voilà, la question du bonheur en soi c'est pas une question qui m'anime, quoi. Ça peut pas être un état, le bonheur. C'est tellement précaire. Il y a des états de plénitude parfois, des moments de joie, des moments de bien-être. Et c'est les moments qu'on retient finalement de la vie. Mais sinon, il y a tout ce qu'il y a entre. Ouais, il y a tout ce qu'il y a entre. Et je crois que ça a été, j'en suis issue, mais il y a eu beaucoup de choses autour de la reconversion, autour du fait de quitter tout ce monde que tu évoques dans tes spectacles, dans ton livre, dans cette quête de je serai plus heureux parce que plus aligné, plus tous les mots que tu veux mettre. Et qu'on se trompe, quoi, quand on s'imagine ça. Une question de vibration plus que de plénitude ou de je ne sais quoi. Oui, après, je pense que les gens aiment bien, les gens qui se reconvertissent. Alors, je me moque pas de la démarche. On vient après, nous, quand la démarche devient systématisée, voire exploitée commercialement, là, c'est le top. Donc, dans le développement personnel, il y a des dérives, et c'est ça que je moque, mais je moque pas la démarche, je la valide, même. C'est justement pour être soi-même, on est obligé de sortir du taf et être soi-même au travail, en se créant son travail, etc. Mais ce que les gens apprécient, c'est déjà le retrait, sortir un peu du système, et alors sortir ou rentrer dans le temps, selon qu'on le voit. Si on parle du temps qui est de l'argent, le temps qui n'en est pas, et qui est pour moi le vrai temps. Et le plaisir est là-dedans. Et après, dans la difficulté de te rehisser, etc. Après, souvent, les reconvertis, les gens qui peuvent en tout cas aspirer à ce luxe, c'est des gens qui ont la culture de la réussite. Souvent, ils sont câblés. C'est le livre de Jean-Laurent Casselli qui le rappelle. C'est des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de recroître. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va tourner une fromagerie et puis 5 ans après, ça va devenir une franchise, le truc, quoi. Parfois. Et c'est très difficile de se contenter. Parce qu'on c'est souvent des premiers de la classe, comme il dit. Il y a cette culture j'aime quand ça va mieux, etc. Et quand ça monte, et bon, après on est sur un axe plus conforme à ce qu'on est peut-être, ou en tout cas on est dans un quotidien qui nous rattache à des choses plus concrètes, et c'est cool. Mais il y a toujours ce piège, ce danger de plus. Et il y a un moment où le plus fait que tu ne peux plus être dans le concret. Et comment tu l'évites, toi, parce que j'imagine que le piège du plus... oui, bien sûr. Ça doit être dans quelque l'humour. chose. Oui, bien sûr, je pense qu'on fait nos artistes malins et tout, mais quel artiste n'a pas dit il y a combien ce soir dans la salle? Bien sûr, on est confronté à ça parce que qu'on a, moi honnêtement, c'est la vraie raison pour laquelle je la pose, c'est pas pour la recette, c'est pour le confort de jeu. Donc à un moment, c'est dur de créer de la contagion devant 4 personnes, quoi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il se passe rien, quoi. Donc on a envie de salle pleine, on a bien sûr, il y a ce culte de la quantité, le mec qui dit non mais moi je joue pareil devant 2 que devant 1000, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis on est dans une industrie du divertissement, on est happé on est dans un tout, dans un écosystème où il y a des producteurs, des diffuseurs,
des marques maintenant, des éditeurs, des télés, bien sûr, on baigne dans ça, donc on est vraiment mal placé pour parler de décroissance, de frugalité, Ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, après, une fois qu'on est sur scène, et c'est bien toujours de garder en tête que l'objectif, c'est ça. Et ouais, j'aime bien quand même me mettre dans cet état d'esprit, de me dire, n'oublie pas que si tu veux que ça marche, et que même que financièrement ça marche, c'est pour t'offrir des moments de création, et la liberté de créer, quoi. Faut jamais oublier que c'est ça. Si tu cherches le profil, alors, à un moment, ça se voit, et c'est un peu... Ouais, c'est préoccupant, quoi. Et ça finit par se ressentir dans ce que tu fais. Ouais, ça se sent. J'ai 2 dernières questions pour toi. J'ai vu l'autre jour sur LinkedIn Louise Broveis, qui est une amie d'amis, qui parlait de créer un hôpital pour les mots. Ouais, elle trouvait ça très joli. Tellement joli. Tu mettrais lesquels, toi, dedans? Bonheur, tu vois. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Authenticité. Ouais, tous les mots qu'on a trop utilisés, Ouais. j'en sais rien, ouais. Temps. Ah ouais. Ah oui. Tu me prends un peu au Je te dépourvu, prends là. de court. Tu me diras plus tard. Tous les mots, ça Tous ferait les du mots. bien, tous les mots, je pense. Tous les mots. Un petit coup. Un petit coup de réa, quand même, Mm. de temps en temps, pour se rappeler. Au moins au car wash. C'est ça. Et ma dernière question pour toi, Karim, c'est de savoir de quoi t'es fier. C'est ma question rituelle à la fin des équilibristes. De quoi t'es fier? De quoi je suis fier? Mm. J'ai pas ce genre de question. T'as le droit de dire que tu trouves ça comme une bullshit, ça me va très bien aussi comme réponse. Non, c'est pas bullshit. Je pense que c'est plus une question de... C'est plus lié, tu vois, cette espèce de... C'est un peu comme le bonheur, tu vois. Mhm. Est-ce que t'es heureux? Mm. Je suis fier de... Aussi, si, je peux... Je suis fier. Oh, je suis grave fière. Je suis grave fier. Je suis fier. Ouais. C'est un état, un aboutissement. Eh bien oui. De quoi je suis fier? En fait, j'ai toujours une espèce de... Je peux toujours dire je suis fier d'avoir accompli ci ou ça. Mhm. Et juste après, je prends du recul et je me dis, mais est-ce que tu peux être fier de ça alors que tu es dans un monde qui va mal et tu y es un peu pour quelque chose peut-être. Il m'arrive d'être fier pour ce que je sais pas, ce que j'accomplis ou ce que je vois chez mes enfants, par exemple. Ouais. Non, si, je peux dire que je suis satisfait et fier de cet équilibre qu'on a réussi à se créer comme ça en tant que famille. Voilà, cette petite machine qui marche, qui reste artisanale. Si, il y a plein de choses dont on peut être fier. Oui, c'est vrai que j'ai un livre sous mes yeux. Je suis content de l'avoir écrit quand même. Et je peux être fier. Oui, je suis fier. Oui, je suis fier d'avoir écrit un livre. Ouais, là, c'est difficile. J'ai rarement ce sentiment de fierté, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi. Parce que peut-être je le connote, je le teinte tout de suite d'une forme d'arrogance. Mais je devrais pas. Oui, j'ai 15 000 raisons d'être fier au sens fier sain du terme. Et donc, oui, je suis fier de plein de choses. Oui, on va se cantonner au monde professionnel et je peux être fier de ce que je fais parfois. Eh ben merci. C'est tellement timide et pas assumer cette fierté. Non, mais en fait, c'est pour ça que j'adore poser cette question parce que j'ai des réponses. Il y a des gens qui vraiment, de manière assez virulente, me disent je déteste ce mot, c'est arrogant, ça met les autres mal et tout. Et puis petit à petit, il y a comme une espèce je suis comme ça. Et puis, mais il y a toujours un bémol à la fin. Ouais. Toi, ça t'évite de faire un fade out sur le son à la fin parce que le mec, il va en reculant, en faisant le moonwalk, tu vois. Je pense que Michael Jackson a inventé le moonwalk pour ça, en fait. Je suis fier à crier comme ça, petit à petit. Il sort. Il était de moins en moins fier. Après, on a appris des choses. Oui. Et au moins, partir en moonwalk. Merci, Karine. On mettra toutes les dates de tes spectacles et tout pour que les gens puissent aller rire avec toi. Merci. Merci à toi. Vous l'aurez compris, mes équilibristes, je vous recommande chaleureusement le spectacle de Karim, qui au jour de la publication de cet épisode a encore quelques dates programmées, et vous les trouverez dans les notes de cet épisode. Et si vous n'avez pas la possibilité de le voir en live, ruez-vous sur son livre « Le petit précis de culture bullshit » paru tout récemment aux éditions Le Robert. C'est fin, c'est drôle, et vous serez, en le lisant, la seule personne qui rit dans votre wagon de train ou de métro. Ça, c'est pas rien. Et surtout, le rire, c'est contagieux.
Le lien pour vous le procurer est aussi en description de l'épisode. À très vite.